Les années 2010 ont commencé le 1er janvier 2010 et se sont achevées le 31 décembre 2019. Elles commencent dans une crise financière héritée de la décennie précédente, évoluant dans l'Eurogroupe en une crise de la dette qui débouche sur des politiques d'austérité dans toute la zone euro, et particulièrement en Grèce, en Espagne et en Italie. Cette crise que nous connaissons, c'est une crise comme le monde n'en a jamais connue depuis un siècle. Que les gens soient inquiets, je le comprends. Je l'entends. Et c'est un phénomène parfaitement naturel. Une dame a dit quelque chose qui est tout à fait exact. Elle dit, on n'est pour rien à la crise, et c'est nous qui allons payer. C'est vrai. Elle a raison. Pourquoi cette crise? C'est la crise du siècle, et qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois, dans l'histoire de la mondialisation, qu'une crise frappe tous les pays, sans aucune exception. Dans le même temps, la géopolitique internationale est bouleversée par le printemps arabe, mouvement de révolte en Afrique du Nord et au Moyen-Orient débouchant sur le départ des dictateurs en Tunisie, en Égypte et au Yémen. En Libye, l'intervention des pays occidentaux aboutit à la chute et à la mort du colonel Kadhafi. En Syrie, la révolte populaire débouche sur une guerre civile majeure, compliquée par l'expansion de l'État islamique, Daesh déjà implanté en Irak. De violents conflits affectent également les pays du Sahel, intervention française au Mali. Du Nigeria avec Boko Haram dans la bande de Gaza et en Ukraine. Les organisations djihadistes, et principalement l'État islamique, Al-Qaïda et leurs groupes reliés, perpétuent en parallèle de nombreux attentats dans les pays musulmans d'Afrique et d'Asie mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. En 2015, le nombre de réfugiés dépasse les 53 à 57 millions dans le monde, dont environ 11,7 millions de déplacés syriens, ce qui provoque une crise migratoire en Turquie, environ 2 millions de réfugiés, au Liban, environ 1 million de réfugiés, en Jordanie et en Europe. La Colombie compte environ 6,4 millions de réfugiés, principalement des déplacés intérieurs. Le Royaume-Uni décide en juin 2016 de quitter l'Union européenne à la suite d'un référendum qui divise le pays. Aux États-Unis, Donald Trump est élu président en octobre 2016 en défendant un programme nationaliste. Dans les années 2010, le réchauffement climatique est devenu de plus en plus perceptible, plusieurs records de température sont battus, 8 années de la décennie font partie des 10 années les plus chaudes jamais enregistrées. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, la concentration de CO2 est passée de 390 à 410 ppm au cours de la décennie, et des événements météorologiques extrêmes se multiplient sur tous les continents, sécheresse et famine en Afrique, sécheresse et incendies en Russie, en Australie, au Canada, ouragans, inondations aux États-Unis, en Russie, en Europe, etc. Déjà présent dans les débats, le réchauffement climatique devient un enjeu politique et social clé durant cette décennie. Les protestations, les initiatives et la législation ont attiré l'attention des médias. En particulier, l'accord de Paris sur le climat en 2015 a été adopté et un mouvement mondial de jeunesse pour le climat a été formé. 2 séismes majeurs marquent également la décennie, le séisme de 2010 en Haïti qui fait plus de 230 000 morts, et le séisme de 2011 au Japon, suivi d'un tsunami ayant provoqué l'accident nucléaire de Fukushima, plus grave catastrophe nucléaire depuis la catastrophe nucléaire Tchernobyl de 1986. La population mondiale dépasse les 7 milliards d'individus en 2011. Près de la moitié de la mortalité mondiale, plus de 50 millions de décès par an, est liée à des problèmes cardiovasculaires, des cancers, des diabètes, parfois en lien avec une obésité. Les causes anthropiques sont mieux connues et pointées du doigt, pollution de l'air et de l'eau, tabagisme, consommation d'alcool, sédentarité, sous-nutrition et malnutrition. La mortalité reste également liée à des maladies et épidémies, tuberculose, VIH, paludisme, et pour partie à des traumatismes, accidents de la route, accidents domestiques, suicides. Sur le plan technologique, la décennie est marquée par la démocratisation mondiale du smartphone, avec notamment le développement de l'Internet mobile. Réservé à une élite au commencement de la décennie, plus du tiers de la population mondiale en possède en 2015, et à la fin de la décennie, près de la moitié en est équipée. Cet équipement généralisé favorise l'essor des réseaux sociaux, et amène de nouveaux débats sur la place des internautes dans l'espace public, et sur la surveillance de masse pratiquée par les gouvernements. Ces débats sont parfois liés à des révélations faites par des lanceurs d'alerte, comme celle d'Edward Snowden qui marque l'opinion mondiale autour des pratiques de surveillance de l'agence américaine National Security Agency. D'autre part, les entreprises du New Space se développent et SpaceX devient la première entreprise privée à utiliser des lanceurs réutilisables. La décennie 2010 à 2019 est la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Les années 2015 à 2019 sont les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde avec une température comprise entre 1,1 et 1,2 degrés Celsius supplémentaires par rapport à l'époque pré-industrielle. À la suite de la crise économique, des manifestations éclatent en Afrique du Nord fin 2010. Les révolutions tunisiennes et égyptiennes conduisent au départ des présidents Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011, et Mohamed Hosni Moubarak le 11 février 2011.
Les protestations dans les pays arabes et du Golfe Persique se multiplient, l'Algérie, la Libye, la Jordanie, le Yémen, le Maroc, le Bahreïn et l'Iran se soulèvent de décembre 2010 à février 2011. Les répressions sont parfois meurtrières, celles menées par Mouammar Kadhafi en Libye font plus de 100 000 réfugiés libyens et 6 000 morts lors de la guerre civile libyenne de 2011. Durant la révolution en Libye en 2011, le colonel Kadhafi a eu recours à de nombreux mercenaires, notamment Touaregs. Ça n'est pas une position évidente pour un intellectuel d'appeler à livrer des armes à quiconque. Donc c'était important pour moi de venir voir la façon dont ces armes étaient utilisées. On vient de passer 1 heure sur la ligne de Galouchi avec sur le poste le plus avancé, il y avait là une 50aine de jeunes gens, pas tous jeunes d'ailleurs, il y avait également un papy de 70 ans qui pour la plupart n'avaient jamais touché une arme de leur vie avant le début de cette guerre et qui me semble se tenir franchement plutôt très bien. Pour une fois, vous êtes d'accord? Non, il n'a pas honte, lui, franchement. Il n'a pas honte, il ferait mieux de rester caché. Vous savez, je vais le citer au diable, les cons, ça ose tous, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Parce que franchement, avec ce qui advient aujourd'hui, il ferait mieux de rester chez lui. Voilà, il y a monsieur... définitivement rien qui peut vous mettre d'accord. Si, sûrement, peut-être des choses, mais pas ça. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens, sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye, c'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévy s'en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vu d'ailleurs des photos de lui récemment où il donne des conseils aux gens qui combattent, etc. Donc il y a juste un moment donné où il fait un peu de pudeur. C'est effrayant, mais ce sont des criminels, ces gens-là. Leur politique est criminelle. On devrait commencer par arrêter cette politique. Un chef d'État qui voudrait être chef d'État dignement en France aujourd'hui pourrait dire on arrête cette politique internationale et on en aura une autre plutôt indépendante. La Libye, officier des armes et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? Ces derniers, après la chute du régime, gardent les armes qu'on leur avait attribuées et se rendent au Mali, où ils font la guerre au pouvoir de Bamako, avec l'aide de groupes islamistes. En quelques semaines, le nord est totalement sous leur contrôle, tandis que le président élu est renversé par un coup d'état militaire. Les islamistes écartent ensuite de leur chemin les groupes Touaregs et prennent seuls le contrôle du désert nord malien. Un des groupes islamistes, en Sardine, procède au saccage des mausolées de Tombouctou à partir de mai 2012, ce qui est considéré comme un crime de guerre par la Cour pénale internationale. Le 11 janvier 2013, la France répond à l'appel à l'aide et déclenche une opération militaire. Lors de la guerre civile syrienne, l'armée syrienne avait déjà tué plus de 60 000 personnes en janvier 2013 et le nombre de victimes atteignait plus de 110 000 au 31 août 2013, avec 2 millions de réfugiés et plus de 4 millions de déplacés. Un nouveau bilan en avril 2014 était de plus de 150 000 morts. Un accord de cessez-le-feu à partir de 29 décembre 2016 est conclu avec la Russie, la Turquie, l'Iran, le régime syrien et la coalition de l'opposition syrienne. Au total, le nombre de victimes, civiles et militaires, est estimé à plus de 300 000 à la fin de l'année 2016. Des villes comme Alep et des sites historiques comme Palmyre ont été détruits. L'État islamique, organisation terroriste aussi appelée Daesh, prend de l'ampleur et conquiert des territoires en Irak et en Syrie en 2015 malgré l'intervention d'une coalition de 22 pays. Elle est responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique et de génocide, mais aussi de destruction de patrimoine. En Égypte et en Tunisie, les premières élections libres font la part belle aux partis islamistes, les Frères musulmans en Égypte et Nahda en Tunisie. Dans ce dernier pays, le nouveau président Monsef Marzouki est pourtant laïque. En Égypte, le pouvoir des Frères musulmans est contrebalancé par celui de l'armée, qui décide de la dissolution du Parlement juste avant les présidentielles. Dans les deux pays, les salafistes exercent une grande pression dans la rue et dans les débats. La guerre civile yéménite qui débute en 2014 fait suite à la révolution yéménite. Le conflit au Yémen s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention de nombreux pays musulmans menés par l'Arabie saoudite. Plus de 8000 personnes sont mortes, à la date du 16 juin 2017, et des millions d'autres ont dû quitter leur foyer depuis l'intervention, le 15 mars 2015, de cette coalition militaire. La crise en Ukraine. En Ukraine, après des manifestations pro-européennes fin 2013 à Euromaïdan, un soulèvement pro-russe se produit qui aboutit à une crise diplomatique internationale concernant la Crimée. La crise se transforme en guerre du Donbass, avec plus de 6000 morts, en majorité civile, comptabilisés depuis le début de la crise en avril 2015. Le protocole de Minsk signé le 5 septembre 2014 a échoué à faire cesser les combats. Un an après la conclusion des accords de Minsk II, le 11 février 2015, le cessez-le-feu reste très fragile, avec des affrontements encore nombreux.
En 2019, Volodymyr Zelensky, ancien humoriste, remporte la présidentielle avec 73% des voix. La guerre d'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan, déclenchée par les États-Unis en 2001, se poursuit. Depuis 2015, l'OTAN a mis fin à son engagement. En 2016, les effectifs militaires au sol sont maintenus à 10 000 hommes. Le conflit israélo-palestinien se poursuit, avec 2 affrontements majeurs en 2012 et 2014. L'ONU évoque des crimes de guerre de la part d'Israël et du Hamas. Au total, pour le seul été 2014, on recense 2251 Palestiniens tués, dont 1462 civils et 551 enfants. Côté israélien, 67 soldats et 6 civils ont perdu la vie. En 2018, des dizaines de manifestants palestiniens sont tués lors de la marche du retour, et notamment le 14 mai 2018, date d'inauguration de l'ambassade américaine transférée à Jérusalem. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Les États-Unis se rapprochent de Cuba à partir de 2014, après plus de 50 ans de guerre froide. Ils améliorent les relations avec l'Iran à partir de 2013, ce qui aboutit à l'accord international sur le programme nucléaire iranien le 24 novembre 2013. Après l'élection de Donald Trump, ce dernier retire les USA de l'accord et instaure un blocus sur l'Iran. La tension se fait très forte et en 2019, l'Iran saisit un bateau américain, déclenchant une crise diplomatique. Les négociations continuent en 2016 pour un accord de paix en Colombie pour le conflit avec les FARC. L'élection présidentielle ivoirienne de 2010, Côte d'Ivoire, aboutit à un conflit entre le président sortant Laurent Gbagbo et le vainqueur reconnu au niveau international, Alassane Ouattara. Chacun revendique la présidence. Laurent Gbagbo est finalement arrêté le 11 avril 2011. Il dit que les combats ont cessé et c'est pourquoi j'ai demandé à Maduro de sortir avec un mouchoir blanc. Il est sorti avec un mouchoir blanc, les gens sont venus me chercher, c'est fini. Voilà. L'ex-président est apparu en bonne santé mais visiblement fatigué. Sa femme Simone, surnommée la Dame de Fer, semblait elle hagard. Leur intégrité physique est assurée par le clan Ouattara, mais eux et leurs collaborateurs devront rendre des comptes à la justice. La crise politique de 2013 à 2014 en Thaïlande aboutit à un coup d'État le 22 mai 2014. Au Venezuela, la chute du cours du pétrole en 2015 provoque une crise économique qui entraîne une crise liée aux migrations massives de Vénézuéliens vers la Colombie, ainsi qu'une crise politique interne. L'opposition au gouvernement obtient la majorité au Parlement en 2015 et vote en faveur de la destitution du président Nicolás Maduro. Le tribunal suprême retire en 2017 tout pouvoir au Parlement. Les gouvernants chavistes et les parlementaires qui veulent les destituer s'accusent mutuellement de coup d'État, et la situation s'aggrave en 2019 après la réélection contestée de Maduro. La violence des manifestations et leur répression par la police puis l'armée cause plus de 120 morts. La crise s'étend en Amérique du Sud fin 2019 du fait de l'augmentation de l'extrême pauvreté, de la corruption. Des manifestations importantes ont lieu. En Équateur, les troubles, déclenchés par une hausse importante du prix des carburants mais aussi une réforme touchant fortement les fonctionnaires, conduisent à décréter l'état d'urgence le 3 octobre. Au Pérou, la dissolution du Congrès le 30 septembre, liée à une impossibilité de gouverner, conduit à des manifestations. En Bolivie, les manifestations ont une double origine, l'inaction du gouvernement face aux incendies en Amazonie, mais aussi le fait que l'actuel président, Evo Morales, est aux commandes depuis 2006. En Colombie, le mouvement réclame une éducation décente. En Argentine, la mobilisation a pour cause une famine. Au Chili, fin 2019, des manifestations massives contre l'augmentation du prix des services publics et des inégalités sociales sont violemment réprimées et aboutissent à la proclamation de l'état d'urgence. Oussama Ben Laden est tué le 2 mai 2011 par un commando américain. En août dernier, après des années d'un travail difficile de nos services de renseignement, j'ai été informé d'une possible piste sur la localisation de Ben Laden. L'information n'était pas certaine, il nous a fallu plusieurs mois pour la vérifier. J'ai rencontré plusieurs fois l'équipe de sécurité à propos de la possibilité que l'on ait de retrouver Ben Laden caché dans un complexe au fin fond du Pakistan. Et la semaine dernière, j'ai finalement estimé que nous avions assez d'informations pour agir. J'ai autorisé une opération pour capturer Ben Laden et le traduire en justice. Dès lors, les États-Unis ont lancé sous ma direction une opération sur ce complexe situé à Abbottabad au Pakistan. Une équipe restreinte de soldats américains a mené cette opération avec un courage extraordinaire. Aucun d'entre eux n'a été blessé et les vies de civils ont été préservées. Après des échanges de coups de feu, ils ont tué Oussama Ben Laden et ont pris son corps.
Les attaques terroristes demeurent importantes comme durant la décennie précédente au niveau international, avec des attentats en Irak, avec parfois des centaines de morts, au Pakistan, au Maroc, en Afghanistan, en Égypte, au Yémen, en Turquie, à Moscou. Le 31 octobre 2015, un attentat par l'État islamique sur un avion russe provoque la mort de 224 passagers en Égypte. La Chine fait face à des attaques terroristes inédites d'inspiration djihadiste. En 2014, durant la rébellion islamiste au Nigeria, environ 200 lycéennes sont enlevées, Boko Haram, ce qui provoque l'indignation internationale et la mobilisation de nombreuses femmes. Début janvier 2015, Boko Haram a massacré de 150 à plus de 2000 personnes à Baga et dans les villages alentours, 16 villages détruits, dans l'est du Nigeria, d'après Amnesty International. Plusieurs attentats au Pakistan font de nombreuses victimes, notamment des enfants. En 2014, lors du massacre de l'école militaire de Peshawar, 141 personnes tuées, dont 132 enfants. En 2016, l'attentat du 27 mars 2016 à Lahore tue 72 personnes dont 29 enfants et près de 340 autres ont été blessés. En France, les attentats de janvier et de novembre 2015, dont l'attentat au journal Charlie Hebdo, ont un retentissement considérable. Monsieur le Président, une petite photo, s'il vous plaît. Ah, très bien. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles tuant 35 personnes et en blessant 340 ont été organisés par la même cellule terroriste islamiste que les attentats français de 2015. En Europe, 2 autres attentats ont lieu à Nice et Berlin en 2016. Plusieurs attentats racistes ou homophobes ont lieu aux États-Unis. La fusillade du 12 juin 2016 à Orlando fait 49 morts et 53 blessés dans un attentat à l'arme à feu dans une boîte de nuit gay à Orlando en Floride.
Le Royaume-Uni connaît également une vague d'attentats au printemps 2017. Le 15 mars 2019, les attentats de Christchurch dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande font 50 morts et 50 blessés. Le 21 avril 2019, en représailles à l'attaque contre les musulmans de Christchurch, une vague d'attentats dans des églises et des hôtels fait plus de 250 morts au Sri Lanka. Les manifestations pacifiques et actions de mobilisation sont nombreuses partout dans le monde au début de la décennie. Elles prennent différentes formes, et s'appuient souvent sur les nouvelles technologies, Internet, téléphone portable. Le mouvement des indignés démarre en Espagne en mai 2011, et se met en place en Europe, France, Grèce, puis se mondialise. À New York, Occupy Wall Street dénonce les excès du capitalisme. Journée historique aujourd'hui pour les mouvements des indignés et Occupy Wall Street. Du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe et l'Amérique du Sud, des milliers de personnes vont se mobiliser pour demander un changement mondial, exiger une vraie démocratie, fustiger les gouvernements et dénoncer la cupidité et les dérives du système financier. Hier à Milan, en Italie, un groupe d'étudiants a d'ailleurs envahi les bureaux de la banque américaine d'affaires Goldman Sachs. Goldman Sachs, qui fut accusé en 2010 par la presse d'avoir joué un rôle majeur dans la crise grecque, et dont l'un des anciens vice-présidents n'est autre que Mario Draghi, le futur patron de la Banque centrale européenne. Au Québec, les manifestants s'opposent aux réformes des prix d'entrée à l'université de Jean Charest et contestent des actions policières. Des mouvements ont également lieu en Israël, à Rio de Janeiro, au Koweït. La France voit aussi apparaître le mouvement Nuit debout puis celui des Gilets jaunes à partir du 17 novembre 2018. Depuis que la France fait partie de l'Europe, elle a perdu sa souveraineté nationale. Elle ne peut plus battre sa propre monnaie et emprunter auprès de la Banque de France à taux zéro ou à très faible taux. C'est-à-dire que Bruxelles est gérée par des gens qui ne sont pas élus par le peuple, et donc ça veut dire qu'on est géré par une dictature. Premièrement. Deuxièmement, la dette est une fraude, parce que les banquiers jouent avec l'argent des Français, l'épargne des Français, et quand ils spéculent à la bourse et qu'ils gagnent, les profits sont pour eux, et quand ils perdent des milliards, c'est nous qui payons et ça se traduit par des impôts. Donc elle est là la fraude. Je ne sais même pas si on arrive à payer la dette, on ne paye que les intérêts et ce sera jusqu'à la mort. On va tous mourir à crédit parce que ça ne s'arrêtera jamais. Jamais, c'est exponentiel. Et c'est par la dette qu'on maintient les nations et les peuples en esclavage. Moi, mon rêve le plus profond aujourd'hui pour la France, c'est une 6e république, une démocratie participative. On est dans l'ère du numérique, ça prendrait même pas 1 heure par semaine à chaque Français de dire oui ou non pour tel embargo, telle loi, tel projet, tel budget. Donc c'est faisable. Ils font que échauffer les esprits, c'est leur seul but pour nous. Honnêtement, on est là en tant que pacifique. Et là aujourd'hui, on voit encore une fois que eux, ils ont rien de pacifiste. Et ça, depuis déjà la semaine dernière, là, ils regardent, c'est tout le temps. Il y a des pavés qui volent, tout le monde est échauffé. Je viens pour ma fille, je viens pour tout le monde, je viens pour ma mère, je viens pour mes parents, pour les vieux qu'on a vu se faire taper dessus. Moi, sinon, je ne serais pas descendue. On sait qu'Emmanuel Macron, de toute façon, a fait allégeance aux populations aisées. L'impôt sur la fortune, personne n'a milité pour qu'on l'enlève. Actuellement, tout le monde milite pour à peu près avoir un peu plus sur la fin du mois. Il n'y aura pas d'autre façon qu'un changement de gouvernance. Et donc là, on compte simplement les jours par rapport à ça, parce que c'est ce qui va arriver par rapport au mouvement qu'il y a. Et simplement, plus les jours vont avancer, plus on va compter les blessés et peut-être malheureusement des morts. Le gouvernement dit qu'il y a des morts à cause des manifestations. On peut demander aussi à son gouvernement à qui appartient les morts d'un agriculteur tous les 3 jours qui se suicide. Moi, je suis pas un casseur, monsieur, je suis un gilet jaune. Je voulais juste vous dire, voilà ce que j'ai vu à Saint-Lazare. Une dame de 88 ans, une Française, qui a travaillé toute sa vie. J'ai donné 10 €. 88 ans, ça pourrait être ma grand-mère. Aidez-moi à manger. 88 ans à pleurer. 10 ans. Voilà ce que tu fais, Macron. Mais jamais on baissera les bras. On est des Gaulois, espèce d'ordure. Jamais on les baissera les bras. Tu donnes 7 chauffeurs à ta femme, 450 000 € de salaire par an. Tu prends pour qui? Moi je travaille sur les chantiers tous les jours, espèce d'ordure. Bah y a que, on peut pas rentrer dans les Champs-Élysées, c'est bloqué de partout. Ils font des barrages filtrants qui durent 3 plombes, plus personne peut rentrer. C'est n'importe quoi. C'est de l'injustice. On peut pas venir en nombre, c'est sûr. Hein, on nous dit qu'il y a que 200 personnes sur les champs, si on bloque tout, c'est pas compliqué. Hein, c'est facile. Ça s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle pas la République. Bombes lacrymos sur les personnes âgées, les enfants, les gens qui sont un peu handicapés, tout le monde y passe, ils en ont rien à foutre, il n'y a pas de scrupules, tout le monde y passe. Le but c'est de nous disperser le maximum pour ne pas qu'on ait cet effet de masse qui les emmerde à plus au point. Et pourtant il va falloir quand même...
Et va pourtant falloir à un moment qu'ils se rendent à l'évidence. Les gens en ont marre. Et il y a un moment où ça va péter, même les plus pacifistes d'entre nous s'énervent, c'est obligé. Les fins de mois sont difficiles. Quand vous avez le panier ménagère, c'est une catastrophe. Quand vous allez faire vos courses, maintenant vous comptez tout. Avant on ne gardait pas trop, on chargeait, on mangeait, on était rassurés. Aujourd'hui on n'est pas rassurés, c'est ça le problème. Et on a des enfants, on a des petits-enfants et on veut quand même défendre un petit peu la France aussi. Hein. Nous on aime la France, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est parce qu'on l'aime justement. Il y a un mec qui m'a avec ça, il m'a dit monsieur, c'est pas vous qui allez changer l'ordre mondial. J'ai dit je sais bien, moi je serais mort avant. Ouais. Chacun il doit mettre sa goutte d'eau. Voilà. Des révélations de télégrammes de la diplomatie américaine par Wikileaks, association à but non lucratif, embarrasse de nombreux États en 2010 à 2011. François Hollande est une escroquerie, comme de nombreux politiciens. On ne peut pas forcément lui en vouloir d'être un hypocrite. Ça fait partie de son métier, malheureusement. Julian Assange en veut à François Hollande. En juillet 2015, le président français a fermé la porte à une possible demande d'asile de la part du fondateur de Wikileaks. À cette époque, j'ai révélé comment les 3 derniers présidents français faisaient l'objet d'écoutes de la part des États-Unis. On aurait pu penser que le président allait aider les lanceurs d'alerte. Mais ce qu'il s'est passé, en fait, c'est que l'Élysée ne voulait pas heurter les États-Unis. La conclusion, c'est que François Hollande a l'impression que la France est très faible. Il ne veut pas la défendre. Julian Assange désapprouve l'homme d'État et son action politique, notamment la mise en place de l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Il y a des problèmes graves concernant l'état d'urgence en France. Il y a des violations de libertés fondamentales qui émanent des lois antiterroristes. La France a ainsi choisi la surveillance de masse et c'est une menace considérable qui pèse sur la démocratie. Les Panama Papers détaillent des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore dont certaines pourraient être des sociétés et écrans utilisés pour l'évasion fiscale. Ce scandale international a aussi des répercussions importantes. Un nombre de données colossal, plus de 11 millions au total. Des mails, des informations comptables, des documents administratifs, tous issus d'un cabinet d'affaires panaméen, Mossack Fonseca, spécialisé dans la création de sociétés basées dans les paradis fiscaux. C'est un lanceur d'alerte anonyme qui a fourni cette masse d'informations à un journal allemand. Face à l'ampleur de la tâche, la Süddeutsche Zeitung a partagé ces données avec un consortium de plus de 100 médias internationaux, dont Le Monde pour la France. Parmi tous ceux qui ont fait appel à ce cabinet panaméen, il y a des chefs d'État et de gouvernement, notamment le Premier ministre islandais, le président argentin et le roi d'Arabie Saoudite, mais aussi des personnalités proches de leaders politiques, comme un cousin de Bachar el-Assad ou un ami d'enfance de Vladimir Poutine. Des personnalités du monde entier composent en fait le catalogue hétéroclite des clients de Mossack Fonseca. Des milliardaires, de hauts fonctionnaires, des mafieux ou des sportifs, comme la star du ballon rond Lionel Messi, et Michel Platini, l'ancien numéro 10 français, a répondu par communiqué. Michel Platini tient à faire savoir que l'intégralité de ses comptes et avoirs sont connus de l'administration fiscale suisse, pays dont il est résident fiscal depuis 2007. Toutes les sociétés offshore de cette enquête, surnommées Panama Papers, ne sont pas illégales, mais une grande majorité d'entre elles sont utilisées comme sociétés écrans pour dissimuler des avoirs grâce à des prête-noms. Mossack Fonseca se défend et affirme ne pas être responsable du comportement de ses clients. Les révélations des Panama Papers ne font que commencer. L'intégralité des données, 1500 fois plus nombreuses que celles de l'affaire Wikileaks, est loin d'avoir été fouillée, même si des centaines de journalistes travaillent dessus. Le mouvement MeToo, États-Unis, #balance ton porc France, #Moyossi, Canada francophone, dénonce l'agression sexuelle et le harcèlement, plus particulièrement dans le milieu professionnel, à la suite d'accusations de cette nature portées contre le producteur américain Harvey Weinstein. De nombreuses personnalités du cinéma, politiques, etc., sont accusées. Harvey Weinstein arrive il y a quelques semaines pour une audience préliminaire. Le producteur est en déambulateur. Il s'est fait opérer du dos. Il est bien loin le temps de sa toute-puissance à Hollywood, où avec sa compagnie Miramax et ses 81 Oscars, il pouvait faire ou défaire n'importe quelle carrière d'actrice. Pendant des décennies, Harvey Weinstein va utiliser la même technique de chantage sexuel imposée aux femmes du cinéma, aux américaines comme aux françaises. 2012 est une année charnière avec les élections présidentielles, en Russie avec la réélection du président Poutine et aux États-Unis la réélection de Barack Obama. En France, Nicolas Sarkozy est battu par François Hollande.
Pour la première fois, le Parti socialiste français est à la tête de la plupart des institutions du pays, présidence, Sénat, Assemblée, région, département et grandes villes. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, moi, président de la République, moi, président de la République, moi, président de la République. 4 septembre 2012, pour la première fois au Québec, une femme est à la tête d'un gouvernement. Il s'agit de Pauline Marois, la première femme première ministre du Québec. Angela Merkel est réélue pour un 3e mandat de chancelière fédérale d'Allemagne en 2013 et se représente en 2017. Des élections ont lieu en 2014 en Inde, en Indonésie et au Brésil. À l'issue des élections législatives indiennes de 2014, Narendra Modi obtient une majorité au Parlement. Le 8 novembre 2015, la Birmanie organise les premières élections libres depuis 25 ans. Le parti d'Aung San Suu Kyi remporte 80% des sièges. L'année 2016 marque un tournant géopolitique majeur de repli nationaliste, avec le vote en faveur du Brexit au Royaume-Uni et Donald Trump élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Celui-ci propose un programme opposé à celui de son prédécesseur, fin de l'Obamacare, intensifie la lutte contre l'État islamique et la lutte contre l'immigration clandestine, nomme des conseillers ultra-conservateurs et climato-sceptiques et annonce en juin 2017 la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Will determine whether we are a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. L'élection présidentielle française de 2017 est marquée par un certain nombre d'inédits qui amènent la plupart des éditorialistes et responsables politiques à la décrire comme la plus mouvementée et la plus ouverte d'entre toutes. Celle-ci est d'ailleurs la première à se dérouler sous état d'urgence. Donné favori du scrutin pendant 2 ans, l'ancien Premier ministre Alain Juppé est largement battu par un autre ancien chef du gouvernement, François Fillon, qui passe en 2 semaines du statut de 4e homme des sondages à celui de vainqueur de l'élection avec un programme dont on considère qu'il rompt avec 30 ans de défiance française vis-à-vis du réformisme libéral. L'ancien président Nicolas Sarkozy, annoncé durant des mois comme seul challenger d'Alain Juppé et qui préparait son retour depuis 2014, perdait le premier tour de cette élection primaire. Alors que l'élection est considérée depuis 4 ans comme imperdable pour la droite menée par Fillon, le scandale dit du Pénélope Gate à la fin du mois de janvier se solde par une nette baisse du candidat Les Républicains dans les intentions de vote. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent, c'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Le 6 décembre 2016, François Hollande renonce à se présenter à sa propre réélection, une première sous la Ve République. À gauche, le mouvement La France Insoumise mené par Jean-Luc Mélenchon connaît dans les dernières semaines de la campagne une très forte remontée qui conduit son candidat à atteindre le score, inédit pour la gauche radicale, de 19,58%. Alors où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. Benoît Hamon, pourtant vainqueur surprise de la primaire du Parti socialiste face au Premier ministre sortant Manuel Valls, réalise le pire score de l'histoire de son camp avec 6,36% des suffrages, soit entre 4 et 5 fois moins que François Hollande en 2012. François Fillon, avec 20,01% des suffrages exprimés, ne parvient pas à accéder au second tour, une première pour l'histoire de la droite républicaine sous la Ve République. Emmanuel Macron, 39 ans, n'ayant encore jamais exercé de mandat électif, affronte à la tête de son mouvement En Marche, Marine Le Pen, candidate au nom du Front National qui réalise le meilleur score de son histoire et obtient des résultats significatifs en dehors de ses terres d'élection habituelles. Pour la première fois, aucun des 2 grands courants de la vie politique française sous la Ve n'est présent au second tour, et 4 candidats aux programmes très opposés et aux électorats très différenciés obtiennent chacun entre 7 et 8,6 millions de suffrages. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu 25e président de la République française, 8e président de la Ve République, avec 66,1% des suffrages exprimés contre 33,9% pour Marine Le Pen. Il devient ainsi le plus jeune président de la République française devant Louis-Napoléon Bonaparte. Je crois que notre génération doit savoir que
La bête de l'événement est là. Et elle arrive. L'élection présidentielle brésilienne de 2018 s'inscrit dans la montée du national-populisme, avec l'arrivée au pouvoir du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Cet ancien officier âgé de 63 ans a été au centre d'une campagne mouvementée. Victime d'une attaque au couteau le 6 septembre, Bolsonaro n'a pas pu quitter son domicile durant les dernières semaines avant le scrutin. Il n'a pas affronté ses rivaux lors des débats à la télévision et à la radio. Le candidat du Parti social-libéral maintient une ligne dure. Droit au port d'armes, lutte contre l'insécurité et contre la corruption, un sujet particulièrement sensible au Brésil. En 2019, le président Bouteflika renonce à un 5e mandat en Algérie, à la suite de manifestations inédites. Au cours de l'année 2013, 3 abdications ont lieu, ainsi qu'une renonciation, celle du pape Benoît XVI, le 28 février. Après un conclave, le pape François est élu. Après 33 ans de règne, la reine Béatrix des Pays-Bas abdique en faveur de son fils Willem Alexander, qui est intronisé le 30 avril. Le 25 juin, l'émir du Qatar Hamad Ben Khalifa Al Thani abdique. Son fils Tamim Ben Hamad lui succède. Enfin, le roi Albert II de Belgique abdique le 21 juillet, jour de fête nationale. Le nouveau roi, Philippe, prête serment le même jour dans un contexte politique tendu. En juin 2014, le roi d'Espagne Juan Carlos abdique en faveur de son fils Felipe VI. Le 23 janvier 2015, le roi d'Arabie Saoudite Abdallah meurt, son demi-frère Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, lui succède. Le 13 octobre 2016, le roi de Thaïlande Rama IX meurt après 70 ans de règne, son fils lui succède sous le nom de Rama X. En 2019, le Japon change d'ère et d'empereur. Akihito abdique et laisse la place à son fils aîné, Naruhito. La mondialisation s'accentue avec la généralisation des outils numériques. Le lobbying reste très important. Les entreprises de la Silicon Valley gagnent en puissance. Le chiffre d'affaires cumulé de Google, Amazon, Facebook et Apple en 2014 est de 316 milliards de dollars. Facebook compte 1,4 milliard d'utilisateurs en 2015, soit plus que le nombre d'habitants de la Chine à cette période, et 2 milliards en 2017. La croissance diminue en Chine et en Inde de 9,5% en 2011 à 4,8% en 2013. Le produit intérieur brut (PIB) de l'Inde a dépassé pour la première fois celui de la France en 2017. L'Inde confirme son statut de géant économique en devenir. Selon une étude d'un institut privé britannique, le pays aux 1,3 milliard d'habitants pourrait devenir la 5e puissance économique d'ici 2018. Son PIB passerait ainsi devant celui de la France et de la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale. Reste que la croissance y est très inégalitaire. Aujourd'hui, 10% des plus riches détiennent plus de la moitié du revenu national, 10 points de plus qu'aux États-Unis. Son voisin chinois continue lui son ascension vers la première place du podium de l'économie mondiale. Selon le même rapport, elle devrait s'en emparer d'ici 2032 en passant devant les États-Unis. Pékin table sur une croissance légèrement en deçà des 7% pour 2017 et se fixe un objectif similaire jusqu'en 2020. D'ici 15 ans, la France pourrait être la 9e économie mondiale, derrière la Corée du Sud et le Brésil. Le cours du pétrole dégringole, perdant 70% de sa valeur en 18 mois, en lien avec l'augmentation de la production aux États-Unis et à l'offre de l'Arabie Saoudite qui ne souhaite plus perdre de part de marché. La France adopte le mariage homosexuel en 2013 après des débats houleux. En Irlande, le mariage pour tous est voté par référendum auprès de la population en 2015. Aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui légalise le mariage homosexuel dans tout le pays, la même année. Le mariage homosexuel devient également légal dans d'autres pays comme la Colombie, 2016, et l'Allemagne, 2017. Des réformes de libre-échange TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement, CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, et de surveillance accrue, que les gouvernements justifient par la lutte contre le terrorisme, font débat dans les pays développés. La pollution de l'air serait responsable de 7 millions de décès prématurés dans le monde en 2012, d'après l'ONS. Les régions de l'Asie et du Pacifique sont les plus touchées. Les cancers sont la cause de plus de 8 millions de morts par an. Le nombre de décès liés au cancer explose chez les femmes durant la décennie. En 2015, le surpoids ou l'obésité touchait 2,2 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale. La tuberculose a provoqué la mort de 1,4 million de personnes en 2015. Le VIH/SIDA a provoqué 1,1 million de décès en 2015 contre 1,5 million en 2000. En 2012, entre 473 000 et 789 000 personnes sont mortes du paludisme. La grande majorité des victimes sont des enfants de moins de 5 ans.
Une épidémie de fièvre Zika en Amérique contamine plus d'1,5 million de Brésiliens entre 2015 et début 2016 et se propage en Amérique. Selon les estimations, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra, et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. On est tellement manipulable. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Attaque! Moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika, Zika, Zika. Oh! Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Ah ben tiens, il faut un vaccin. On crée un chaos, une pandémie, une guerre, un attentat. Voilà ce qu'on vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. Oui. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude. Contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Contrôle. Les projections démographiques mondiales annoncent un ralentissement de la croissance de population, notamment en Europe et au Japon. Pour autant, l'espérance de vie en bonne santé progresse peu. La mortalité augmente dans plusieurs pays, 56,4 millions de décès sont survenus dans le monde en 2015. Le trafic de médicaments falsifiés est en augmentation. Il concerne essentiellement les pays en voie de développement. Un antipaludique falsifié est par exemple soupçonné d'avoir causé la mort de plus de 122 000 enfants en Afrique en 2013. Les guerres, conflits, ainsi que le dérèglement climatique conduisent à un accroissement des migrations de population. 57 millions de personnes ont fui leur lieu de résidence habituel en 2014 d'après Amnesty International. En 2015, 10% de la population mondiale vit dans une extrême pauvreté, vivre avec moins $1,90 par jour. Le tourisme continue de se développer dans le monde, avec plus d'1 milliard de touristes chaque année. En particulier, on compte de plus en plus de touristes chinois. 607 millions de Chinois se sont rendus à l'étranger en 2014, les Chinois privilégient massivement les destinations intérieures. En 2016, une étude du WWF, Fonds mondial pour la nature, indique que plus de la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans, de 1970 à 2012. Les milieux d'eau douce sont les plus affectés, avec un effondrement de 81% sur la période, devant les espèces terrestres, moins 38%, et celles marines, moins 36%. La tendance se poursuit au moins durant la première moitié de la décennie, en raison des pressions sur les habitats naturels, artificialisation, déforestation, pollution, dérèglement climatique, catastrophes naturelles, et des excès de prélèvement au milieu, braconnage, chasse-pêche. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint de nouveaux pics. Au printemps boréal 2015, pour la première fois, la teneur de l'atmosphère en CO2 a franchi la barre des 400 parties par million en moyenne mondiale. 2010, 2013, et surtout 2014, 2015, 2016 et 2017 font partie des 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, les années 2014 à 2017 étant les 4 plus chaudes, en battant successivement des records. Fin juillet 2019, l'Europe subit une canicule d'une ampleur inédite. Le 25 juillet 2019 est la journée la plus chaude jamais enregistrée dans plusieurs pays européens, avec de nombreux records de température battus. Les énergies renouvelables se développent de manière relative. 23% de la production électrique mondiale est produite par les énergies renouvelables fin 2015. En 2012, l'Inde fait face à la plus grande panne de courant de l'histoire, affectant près de 670 millions d'individus. La production d'électricité, reposant en majorité sur la production de charbon, ne suit pas la croissance effrénée du pays, qui souffre de plus d'infrastructures inadaptées. Des projections annoncent des pénuries de ressources, notamment pour les métaux rares. En parallèle, la consommation de ces éléments reste effrénée, et l'obsolescence programmée de nombreux appareils est pointée du doigt. Microsoft, Apple, Samsung. La consommation de biens va de pair avec une pollution mondiale extrêmement importante des sols, de l'air et des eaux. La population mondiale consomme 80 milliards de vêtements neufs chaque année, et ils sont portés en moyenne 35 jours. C'est une production de déchets gigantesque et l'industrie textile est le deuxième secteur pollueur de l'eau au monde. Le gaspillage alimentaire est une problématique planétaire d'augmentation des déchets et de gaspillage des ressources non seulement agricoles, mais aussi des autres ressources nécessaires à la production. Le séquençage de l'ADN de l'homme de Néandertal est réalisé, et permet de préciser les hypothèses de rencontre et de métissage avec Homo sapiens. En effet, une part de gènes serait commune entre les deux espèces, qui se seraient connues au Proche-Orient il y a 80 000 ans. Il apparaît par ailleurs que 8% du génome humain dérive de rétrovirus. La connaissance des virus est également améliorée. La métagénomique, étude des génomes de tous les micro-organismes présents à un moment donné dans un environnement donné, se développe, et révèle une grande diversité génétique des virus. Le développement des exosquelettes motorisés se poursuit, ainsi que la recherche de technologies d'énergie renouvelable plus performantes.
Le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse, plus long tunnel au monde en 2016, entre en service le 11 décembre. Le 10 avril 2010, un accident de l'avion présidentiel polonais à Smolensk a tué le président polonais Lech Kaczynski ainsi que les plus hautes personnalités de l'État, militaires, religieuses, l'accompagnant. La délégation devait commémorer le massacre de Katyn en Russie, dont c'était le 70e anniversaire. Le vol 17 Malaysia Airlines était un vol international régulier reliant Amsterdam et Kuala Lumpur qui s'est écrasé le 17 juillet 2014 dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Aucun survivant n'est retrouvé parmi les 283 passagers et 15 membres de l'équipage du Boeing 777-200ER. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, alors opposés lors de la guerre du Donbass, s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'appareil. Parmi les victimes, se trouvaient des experts de la lutte contre le sida qui se rendaient à la 20e conférence internationale sur le sida à Melbourne, notamment Joep Lange, chercheur néerlandais spécialisé dans le traitement du VIH. Alors, l'état profond, c'est un genre d'état dans l'état qui fait que l'état tel qu'il existe et tel qu'on le connaît est secondaire par rapport à des pouvoirs ou des puissances qui sont supérieures à cet état-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'auto-fonctionnement, d'autorégulation du capitalisme. En ce sens, la fameuse main invisible n'est pas forcément une mauvaise image. Et le capitalisme vise le gouvernement planétaire. Quelqu'un comme Jacques Attali a écrit « Demain, qui gouvernera le monde ?» pour l'interrogation. La question est clairement posée, sans esprit polémique. Il y a des gens dont le but consiste à détruire les nations, détruire les pays, détruire les frontières, détruire les racines, les identités, parce qu'il faudrait transformer la planète en vaste marché où on pourrait tout acheter, tout vendre, tout louer. Vous avez fort justement parlé tout à l'heure des enfants de 9 mois qu'on peut aujourd'hui assassiner avec une piqûre. C'est une... Bah oui, mais enfin, un fœtus, c'est pas un fœtus. À 9 mois, c'est plus... C'est un enfant. 9 mois, oui. Pour quelle raison? En philosophie, on appelle ça la réification. Il s'agit de transformer en chose et en objet. Si effectivement vous dites je ne veux plus de cet enfant pour des raisons psychosociales, eh bien on dit voilà, cet enfant, il a 9 mois moins quelques jours qui lui auraient permis de devenir un enfant qui arrive au monde. Je peux poser la question à des amis médecins, je dis mais vous faites comment? On provoque l'accouchement, une piqûre. C'est Mengele. Mengele. J'utilise jamais les références à Hitler parce que je trouve que c'est l'art de ne pas penser. Mais là, très précisément, dire j'ai un caprice, je me sens plus très en forme, on a perdu un métier, on est au chômage, on a une mutation, etc. Problème, etc. Psycho. Et voilà. Donc on réifie, on transforme en chose et en objet parce qu'il s'agit de tout louer, vendre, échanger, remplacer. Pièce et main d'œuvre, d'une certaine manière. Y compris le corps humain. Y compris le corps humain. Le corps humain, surtout le corps humain. De sorte que tout ce qui détruit les frontières, etc., c'est bienvenu. Ce que vivent ces gens-là aussi, c'est la transgénèse, c'est le transhumanisme. C'est faire de telle sorte qu'un jour, si vous êtes très riche, vous allez avoir les moyens de changer les organes de votre corps qui ne marcheront plus. Avoir des implants. Des implants. Elon Musk dit tout ça. Vous regardez ce que dit le patron, voilà, qui envoie dans l'espace des fusées, ce que ne peut plus faire l'État américain. C'est-à-dire que vous avez avec les GAFAM des gens qui ont les moyens de s'acheter le monde. Ils peuvent tout s'acheter. Ils ne peuvent pas acheter la vie, ils ne peuvent pas acheter la mort. Ils demandent à des gens de travailler là-dessus. Donc le gouvernement planétaire fonctionne comme une espèce d'empire et veut absolument détruire les langues. Il faut que tout le monde parle la même langue, une espèce de globish, là, les nations, etc., etc. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse, qu'après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. En fait, on compare souvent la grave crise de la guerre 39-45 et puis maintenant la nouvelle crise, cette fois pandémique, que nous vivons. Après la guerre 1939-1945, les États ont décidé de s'unir, de créer des outils pour éviter un nouveau conflit mondial. C'est à ce moment-là qu'on a créé les Nations Unies. On a même créé aussi l'Organisation mondiale de la santé. C'est à ce moment-là qu'on a lancé ce mot de multilatéralisme. Les États qui se mettent ensemble pour un ordre mondial. Et on a un peu oublié cette période. Et ces outils-là se sont dégradés au cours des dernières années. Et je pense que cette pandémie doit permettre un sursaut, doit permettre de revisiter, de refonder la relation que les États ont entre eux face à de nouveaux dangers, de nouvelles menaces, de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, que sont ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, au cœur desquels il y a la santé et le climat. Et si la communauté internationale, comme l'on dit, ne prend pas en considération cette nouvelle donne, alors oui, elle aura raté cette période et on n'aura pas tiré les leçons de cette pandémie.